Alors, je vais vous demander, pour commencer, de brièvement décrire l'implication de vos organisations par rapport aux problématiques qu'on a discutées aujourd'hui. Madame. Bonjour tout le monde, ça fait vraiment plaisir d'être là. Donc, le Binôme, je vais vous dire un petit mot sur le Binôme parce que c'est un jeune bureau créé en 2016 dans la foulée de l'arrivée des réfugiés syriens. Les réfugiés syriens, ça a été une prise de conscience pour la Ville de Montréal qu'on n'avait pas d'instance de coordination à l'interne. La Ville, c'est 28 000 employés, donc beaucoup de services, beaucoup d'arrondissements, 19. Donc, on n'avait pas d'instance de coordination pour faire face à une arrivée de migrants. Et non plus, on ne savait pas, est-ce que nos immigrants, finalement, qui arrivent à Montréal par milliers, si on calcule toutes les catégories d'immigration, on peut parler peut-être de 100 000 par année, ce n'est pas un chiffre officiel, mais quand même. Donc, on ne savait pas est-ce qu'ils étaient bien intégrés ou non. Donc, la Ville a voulu se doter de ce bureau-là. Et dès le départ, on a suivi tous les types, j'oserais dire, toutes les catégories d'immigrants en fonction de leurs particularités. Donc, à travers des personae qu'on a fait pour les demandeurs d'asile, les immigrants économiques, le regroupement familial. Donc, on a eu une approche qui a été très holistique pour tenir en compte toutes les personnes et aussi répondre aux besoins de toutes ces personnes. On a 2 ans après la création de ce bureau dévoilé le tout premier plan d'action de la Ville de Montréal en matière d'intégration des nouveaux arrivants. C'est la mairesse qui l'a fait en décembre. Et notre action s'articule autour de 4 axes stratégiques. Je ne vais pas mentionner toutes les initiatives, mais je veux dire que d'abord, la Ville veut être exemplaire en tant qu'employeur de personnes immigrantes, en tant que prestataire de services, des services qui sont adaptés, et en tant aussi, par exemple, de donneur de contrats. On veut aussi être une ville accueillante et intégrante. Souvent, je dis à Montréal, on est super chanceux, on compte sur 200 à 300 organismes qui travaillent de près ou de loin à l'accueil et l'intégration des personnes immigrantes. C'est bien, c'est beaucoup d'expertise, mais c'est pas simple pour nos immigrants de naviguer là-dedans, de s'y retrouver. C'est pas simple même pour nous, les acteurs, stratégiques, de naviguer là-dedans. Donc, comment le binôme peut être un coordinateur, un chef d'orchestre là-dedans pour amener plus de cohésion, de coordination, s'assurer aussi qu'il y a une qualité de service. On a une initiative qui s'appelle les territoires d'inclusion prioritaire. D'ailleurs, on travaille avec, je vois le docteur Alex Adrien avec qui on travaille là, dans le cadre de cette initiative-là. Donc, on veut vraiment jouer notre rôle de gouvernement de proximité et on a des conseillers sur le terrain qui travaillent main dans la main avec les arrondissements et les partenaires locaux pour déployer des projets structurants, des projets nouveaux dans ces 6 territoires-là qui regroupent 62% des nouveaux arrivants, où habitent 62% des nouveaux arrivants. Donc, c'est une bonne masse de personnes immigrantes. On a aussi un projet qui s'appelle la Station Nouveau Départ, où on veut regrouper en un seul lieu physique, là, vraiment sous un même toit, tous les services gouvernementaux pertinents à l'installation, surtout des nouveaux arrivants. C'est un projet qui s'inspire de ce qui se fait à Lisbonne avec le One Stop Shop, puis qui est vraiment une bonne pratique reconnue par le Conseil de l'Europe. Donc, on travaille là-dessus avec le fédéral et le provincial et le municipal. On a aussi un axe qui s'appelle Ville inclusive. Nous, on croit fondamentalement que pour mieux intégrer les personnes immigrantes, il faut travailler sur la société d'accueil aussi et de façon concrète, parce que souvent on le dit, mais l'ensemble des efforts humains et financiers finissent par être toujours du côté des personnes immigrantes pour les franciser, pour les intégrer économiquement, etc. Donc, on a une grande stratégie, notamment d'inclusion au marché du travail là, qui a été en partie, en tout cas qui a été annoncé, mais qui va être dévoilé le 10 juin par la mairesse. Et peut-être l'axe qui vous intéressera le plus, c'est la ville responsable et engagée. Vous savez, la Ville de Montréal s'était déclarée ville sanctuaire il y a 2 ans. Suite à ça, notre bureau a fait des grands travaux, a rencontré 97 partenaires, beaucoup de comités de travail et finalement, l'administration a choisi de renoncer à ce terme de ville sanctuaire pour privilégier la ville responsable et engagée. Pourquoi? Parce que les villes en contexte canadien, contrairement au contexte américain, ne peuvent pas protéger les migrants contre le renvoi. Donc, elles souhaitaient être claires et ne pas faire d'illusions aux personnes immigrantes. Ceci dit, la volonté d'agir reste la même et on a annoncé en décembre et ça s'en vient concrètement en juin. 2 initiatives importantes. D'abord, une politique d'accès sans peur aux services municipaux.
On sait un des enjeux les plus importants pour les personnes qui ont un statut précaire d'immigration ou qui sont sans statut, c'est qu'ils ont toujours peur d'être identifiés, ils ont même peur d'être témoins d'un crime. On a vu d'ailleurs avec la collaboration de Médecins du Monde, on a fait un focus group en décembre, puis on a vu qu'il y a des gens qui payaient pour avoir des soins médicaux, puis qui devaient abandonner leurs médicaments quand le pharmacien demandait des pièces d'identité. Donc, c'est un enjeu majeur. On pense que cet enjeu pourrait être en partie résolu en créant une pièce d'identité municipale qui permettrait de pallier à ça, mais c'est un long projet. Donc, en attendant, politique d'accès sans part aux services municipaux, et pour avoir une mesure transitoire, on va avoir un mécanisme de référence par les tiers. Donc, il y a des organismes qui travaillent déjà avec les personnes à statut précaire qui vont pouvoir authentifier de leur identité et leur délivrer une attestation pour que ces gens-là puissent se prévaloir des services de la ville. C'est sûr que les services de la ville, ce n'est pas les services comme la santé, les services sociaux, l'éducation, ce n'est pas les services de base, mais quand même, nos recherches montrent qu'il y a quand même de l'intérêt, surtout pour les familles, à bénéficier des services municipaux sans part. Et on va aussi mettre sur pied une cellule d'intervention et de protection par le biais du CAVAC, le Centre d'aide aux victimes d'actes criminels, qui a déjà une expertise et qui va donc se spécialiser pour les personnes immigrantes, pour aller rejoindre les personnes, qu'elles soient victimes dans les situations de travail au noir, qu'elles soient victimes dans les situations où elles seraient jetées hors de leur logement, par exemple, donc les crimes contre la personne et tout ça. Dernière chose, on travaille avec Médecins du Monde, je l'ai déjà dit, donc évidemment on soutient financièrement des initiatives là, de joueurs importants et ça on en est fiers aussi. Donc voilà, ça fait le tour un peu de ce qu'on fait à la Ville de Montréal. Merci. Avant de dire un peu l'implication de la DRSP, moi, ça fait 1 an donc, que j'ai pris le poste de directeur et clairement, il se faisait des choses en lien avec les migrants à statut précaire et certains dossiers plus spécifiques, évidemment en santé au travail avec toute la priorité du directeur sur les travailleurs à statut précaire ou d'agence de location de placement. Quand je suis arrivée en poste, on voyait déjà avec l'arrivée massive là, des demandeurs d'asile en 2017, on avait eu une première éclosion de rougeole dans des centres d'hébergement, donc on a revendiqué auprès du ministère de pouvoir instaurer la vaccination dès l'arrivée à la première journée en centre d'hébergement. On avait évidemment aussi des CIUS qui nous disaient dans nos programmes de prévention en jeunesse, en particulier dans les écoles, on a une affluence, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on les inclut? On les inclut pas. On n'arrive pas à livrer les services et nos services ne sont peut-être pas adaptés. Évidemment, il y avait la crise aussi du communautaire, donc même les organisateurs communautaires avaient de plus en plus de demandes sur le terrain en se disant, là, face à l'arrivée, à l'accueil de ces gens-là. Donc, clairement, c'était quelque chose qui étaient en mouvance, pour lesquels on s'activait et qu'on était quand même sensibilisés, mais on ne l'avait pas inscrit de façon très explicite dans notre plan d'action régional comme étant un groupe de la population pour lequel on allait porter une attention particulière. Et aussi, j'avais mon expérience personnelle d'avoir accueilli et parrainé une famille de Syriens et que j'ai pu comprendre la complexité et les enjeux, et encore aujourd'hui, d'une intégration réussie, même bien accompagnée. Alors, pour moi, c'était clairement un sujet que je souhaitais investir en priorité à la santé publique. Donc, j'ai pu mandater Dr Adrien, donc Alex Adrien, pour prendre un peu le pôle et regarder un peu qu'est-ce qu'on peut faire comme santé publique de plus. Et moi, la question que j'ai toujours posée, c'est quoi notre spécificité dans ce dossier-là et c'est quoi qu'on peut apporter avec l'ensemble des partenaires. Donc, qu'est-ce qu'on peut apporter de plus qui va nous permettre de faire des gains concrets à court terme, évidemment, pour ces populations-là. Donc, à l'intérieur de notre planification stratégique, on a bien inscrit ce dossier-là. C'est clair que la première étape est dans notre
mandat de surveillance de l'état de santé de la population. Donc, on va avoir un portrait sous peu. Donc, on est allé chercher un peu l'ensemble des données disponibles pour bien comprendre cette population-là et les différents sous-groupes, les enjeux spécifiques. On commence aussi à regarder comment, dans l'adaptation de nos services, on intègre cette perspective-là migratoire. Évidemment, au niveau des politiques publiques, la suite du travail autour des travailleurs à statut précaire est clairement des dossiers qu'on continue d'avancer. Mais je pense qu'avec nos partenaires de Médecins du Monde, on regarde aussi tout le volet de l'équité d'accès aux services de santé pour les enfants et pour les femmes enceintes. Et je ferai une petite aparté sur ce volet-là. C'est clair que on est une santé publique avec une mission régionale. On est dans un établissement de santé et qui est le CIUS du Centre-Sud, qui a l'équipe de direction et le CIUS Centre-Sud a acquis un nouvel hôpital, qui est l'hôpital Notre-Dame, juste de l'autre côté de la rue, qui appartenait anciennement au CHUM. Et la vision de la PDG, c'est vraiment une vision de santé urbaine et de développement d'une offre de services pour vraiment tous ces groupes vulnérables qui souvent tombent entre deux chaises ou qui ne rentrent pas dans nos petites cases de par leurs critères, mais pas uniquement, évidemment, la question migratoire, mais les itinérants, évidemment, certains enjeux liés à la toxicomanie, etc., ou des gens qui ont des multis aussi, qui appartiennent à plusieurs groupes. Donc, la vision de la PDG, c'est vraiment de faire en sorte que cet hôpital-là développe une offre de services particulière et très adaptée au contexte des clientèles vulnérables sur son territoire, qui sont concentrées en grande partie sur son territoire. Et avec l'arrivée, entre autres, d'un nouveau service de pédiatrie et l'obstétrique pour 2020, on travaille puis j'essaie d'influencer très grandement pour qu'on puisse apporter cette vision-là et peut-être intégrer l'accès à des services pour les migrants en statut précaire. Évidemment, dans une de mes orientations stratégiques, il y a aussi tout le volet de la population partenaire. Et quand on parle de la question des migrants en statut précaire, c'est très... c'est tout, ça demande du doigté et de voir comment on peut, puis on l'a vu dans la conférence de ce matin, là, comment on leur donne une voix portée par d'autres, mais aussi comment eux aussi peuvent porter leur voix pour revendiquer certains droits. Et évidemment, la dernière des stratégies sur lesquelles comme je le disais, on n'est pas seul là-dedans, puis on est un des joueurs qui peut apporter une contribution. Donc, évidemment, c'est de voir avec qui on allait faire alliance et clairement que ce soit le BINAM, pour lequel on est déjà impliqué là, dans certains dossiers liés au logement. On est en train de regarder aussi toute la partie espace parents, puis toute la formation et le soutien aux parents dans leur intégration et leur rôle parental dans le pays d'accueil. Évidemment, sur un des axes, un volet qui nous intéresse aussi particulièrement, c'est toute la sensibilisation de la communauté d'accueil, parce que clairement, même si on souhaite pousser des politiques publiques plus haut au gouvernement à Québec, qui est peut-être un peu moins sensibilisé à la problématique puisqu'on le vive moins directement. Si la population ne porte pas le message, puis s'il n'y a pas d'écoute, puis si les préjugés demeurent, puis on en parlait tout à l'heure dans le corridor, on a un effort de sensibilisation, mais un effort de sensibilisation qui doit sortir de Montréal parce que, évidemment, le poids politique n'est pas à Montréal actuellement. Donc, clairement, pour nous, il y a quelque chose à jouer à ce niveau-là. Donc, c'est un peu le grand... Évidemment, il y a d'autres partenaires, la TCRI, mais je l'ai nommé Médecins du Monde, et avec, évidemment, dans le réseau, le CIUS de Centre-Ouest qui, avec Praïda, a un rôle et un mandat spécifique, mais en étant une instance régionale. Donc, on est appelé à travailler avec les 5 CIUS de la région. Ce colloque, déjà en très peu de temps, par la présence que j'ai pu avoir au colloque, beaucoup d'apprentissage fait, bien noté, et aussi, je pense, un témoignage que vous avez
des échanges que j'ai pu capter, vous avez déjà un beau programme pour faire évoluer les choses et les contenus et les manières de l'envisager, je pense, sont très encourageantes pour les enjeux qui ont été discutés. Effectivement, on peut faire des choses, nous, comme organisation, mais je pense que ce dont je vais surtout vous parler, notre rôle, c'est plus de soutenir ceux qui font des choses sur le terrain, des experts ou des gens qui, donc, travaillent auprès de ces populations-là. Je vais mettre davantage l'accent sur cet élément-là. Mais peut-être un peu avant, vous faire rapidement une bande-annonce pour ceux qui seraient moins familiers avec la Fondation Lucie-André Chagnon. Donc, nous avons une mission qui est prévenir la pauvreté par la réussite éducative des jeunes de 0 à 17 ans. On a inscrit cette mission-là dans une vision qui est partagée assez largement au Québec, bien sûr, donc de contribuer à faire que le Québec devienne une société solidaire, juste et inclusive pour que chaque enfant et chaque famille puisse se développer pleinement. Notre intérêt, plus récemment, s'est porté particulièrement, ça demeure assez large, tous ces grands énoncés-là, fait comment on peut se préciser. Alors, on a fait un effort de précision et évidemment, tous les enjeux d'iniquité encore vécus au Québec pour ces familles et ces enfants, que ce soit des iniquités d'accès, des iniquités de traitement, des iniquités de développement ou des iniquités d'intégration socio-professionnelle, sont au cœur de bien des enjeux encore sur notre territoire. Alors, on s'est dit, bien, déjà, on vient de préciser un peu notre intérêt. Et puis, la deuxième couche à ça, c'est qu'on pendant des années, plusieurs d'entre vous probablement nous l'ont dit également, on soutenait beaucoup de services directs à la population, ce qui n'était peut-être pas dans le contexte québécois la chose la plus nécessairement adéquate à faire. Donc on s'est intéressé encore plus particulièrement à voir comment on pouvait avoir un appui au travail qui est fait par différentes organisations, à travailler sur les conditions qui génèrent ces enjeux d'iniquité ou les conditions, bien sûr, qui pourraient les enlever. Alors, c'est vraiment le cœur de notre travail maintenant. Et pour ce faire, on soutient essentiellement 4 axes d'éléments qui touchent parfois très particulièrement des enjeux liés à l'effet migratoire, aux nouveaux arrivants ou à des enjeux dont on a parlé plus tôt aujourd'hui. Bien sûr, sur des territoires, dans des réseaux, à travers des ressources et à travers des investissements qu'on appelle des investissements liés à la mission. Je vous expliquerai rapidement tout à l'heure. Je vais commencer par les ressources pour une raison très évidente aujourd'hui. Particulièrement, nous sommes très fiers de pouvoir appuyer l'Observatoire des tout-petits qui a, Fanny, elle est là, qui a appuyé le travail particulièrement dans le contexte là, des migrants sans accès aux services de santé en particulier. Ce travail-là, donc, de dialogue, de mise en dialogue, en fait, de différentes parties prenantes autour de ces enjeux-là, est pour nous quelque chose de très cher. Dans la même veine, récemment, nous avons aussi appuyé le travail, la mise sur pied d'un observatoire sur les inégalités sociales, qui se penchera particulièrement, donc, à faire un travail semblable à celui de l'Observatoire des tout-petits, mais cette fois-ci en relevant les différents enjeux et en soulevant potentiellement également des pistes de solutions en termes de politique publique qui favoriseraient davantage d'égalité, bien entendu. On soutient aussi des réseaux, donc un réseau en particulier qui travaille dans le domaine actuellement, qui est bien sûr l'Association des communautés culturelles pour l'égalité dans les soins de santé et de services sociaux. Donc, évidemment, les réseaux en général ont essentiellement 2 particularités intéressantes dans le travail qu'elles font, quelles que soient ces associations, c'est de voir potentiellement des changements de pratiques dans leur propre univers et bien sûr aussi de travailler à participer au débat public sur l'avancement de certaines politiques publiques. Et puis le troisième, qui est le territoire. Les territoires, bien écoutez, on soutient actuellement au moins une vingtaine de territoires à travers le Québec. Montréal-Nord, à travers un partenariat important avec d'autres fondations, la santé publique, la Ville de Montréal, la Coalition des tables de quartier. On soutient plusieurs territoires à Montréal, 5 en priorité, dont Parc Extension, Côte-des-Neiges, etc. Essentiellement pour soutenir la toile de solidarité d'organisations qui travaillent à se donner une vision, puis à mettre en place des éléments pour créer du changement en lien avec la prévention de la pauvreté dans leur territoire, et bien entendu en s'intéressant particulièrement à certains enjeux notamment liés aux nouveaux arrivants. Il y en a également à Sherbrooke, dans les premiers quartiers. Il y en a également à Duberger-les-Saules, à Québec, où des enjeux semblables sont vécus, où il y a carrément des déserts communautaires, où il y a des tensions clairement énoncées, des enjeux de discrimination, etc. Donc, dans d'autres milieux également qui vivent les mêmes situations,
Donc, il y a peut-être même à Québec, il y a peut-être des manières de s'appuyer sur des cas concrets très proches des décideurs pour faire avancer des éléments de cette nature-là. Puis le dernier élément touche, lui, ce qu'on appelle les investissements donc axés sur la mission. Alors, ce sont des investissements donc, dont le premier impact souhaite être social, mais évidemment, il peut avoir un rendement financier moindre aussi attaché à ça. Et on a identifié 4 éléments qui reviennent souvent dans les conditions que vous avez notamment nommées encore aujourd'hui, mais aussi dans un contexte de défavorisation de manière plus générale. Évidemment, l'accès à du logement. Je donnerai un exemple concret tout à l'heure. Évidemment, tout l'enjeu des systèmes alimentaires ou de la sécurité alimentaire. L'enjeu de l'immobilier collectif, donc l'accès à des lieux partagés par les organisations communautaires ou d'autres organisations de la société civile avec une mission d'utilité publique. Et dernièrement, tout l'enjeu de l'intégration socio-professionnelle à l'emploi, axe qu'on n'a pas encore le plus travaillé. Un exemple concret en termes de logement, dans Mercier-Ouest, ici à Montréal, récemment, un ensemble de 111 bâtiments avec 726 logements qu'un propriétaire privé avait conservé à 75% du prix médian en termes de loyer, ce qui est absolument extraordinaire, dans un état encore potable. Souhaitait s'en départir, mais ne voulait pas le laisser aller au marché, mais qui allaient être ceux qui allaient le reprendre pour pouvoir le garder dans le domaine du logement abordable, avec de nombreuses familles, beaucoup de familles maghrébines dans ce quartier-là en particulier. Donc, avec plusieurs partenaires, on s'est donc avancé pour pouvoir s'assurer de l'acquisition du lieu, les 111 bâtiments, et maintenant, c'est gérer son quartier, en fait, qui est l'OBNL, qui gère ce parc de logements pour le garder abordable à plusieurs familles dans le quartier. Alors, c'est un exemple très concret. Alors, voilà. Merci beaucoup. Je pensais... j'apprends des choses encore. Je vais vous poser une question un peu sensible. C'est quoi les difficultés que vous rencontrez dans votre travail pour faire avancer les dossiers dont on a discuté aujourd'hui? Puis, je désigne pas de volontaire pour répondre. Je peux commencer avec une, puis on va revenir. Là, je parle. Donc, c'est pas les difficultés des migrants. Bien, je pense que je vais y aller avec... je pense qu'à l'interne, donc, il y a quand même une sensibilité je pense, des professionnels et tout ça face à la cause ou aux enjeux vécus par toute la question migratoire. Par contre, on me pose souvent la question, si on adapte aux enjeux de l'universalisme proportionné, on devrait être en mesure de combler ou de combler les besoins spécifiques. Et il y a quand même j'entends encore quelques réticences à adapter spécifiquement certains programmes ou à faire des efforts plus pointus pour faire une analyse ou une adaptation culturelle, je dirais, ou une révision culturelle de certains programmes. C'est sûr que je dirais que c'est pas là qui est la plus grosse barrière. La plus grosse barrière, c'est lorsqu'on arrive plus au niveau du ministère de la Santé où ils comprennent le volume, ils comprennent les enjeux, ils comprennent ce que ça a comme implication, mais lorsqu'on arrive à demander du soutien, soit financier, pour faire ces adaptations-là ou pour intensifier certaines interventions, c'est beaucoup de négociations. Et si ça s'applique juste à Montréal, on n'est pas certain qu'on doit le supporter ou le soutenir, là, donc évidemment. L'autre élément, je pense que c'est vraiment l'aspect aussi plus au niveau des services de santé, puis on en parlait tout à l'heure, on est très, très normé par des indicateurs de performance, de service, et clairement, l'adaptation culturelle fait en sorte qu'on ne peut pas faire des kaizen avec regarder le cheminement et le processus, puis que ça prenne 15 minutes pour tout le monde pour faire telle intervention. Je donne juste un exemple, on en a fait un en santé dentaire, là, et la santé dentaire des enfants, elle est migrant, elle est quelque chose. Et clairement, les intervenants disaient juste faire signer le consentement,
c'est tellement complexe, le temps que ça... Donc, et toute cette reconnaissance-là, ce qui est regardé au bout, c'est le nombre, le chiffre, la performance de Montréal et nos hygiénistes. Nos hygiénistes sont reconnus comme étant sous-performantes, alors que lorsqu'on regarde le contexte dans lequel ils pratiquent, avec la proportion de familles provenant de l'immigration, c'est clair qu'il y a cette reconnaissance-là qui n'est pas là et qui nous amène des fois à brusquer les intervenants dans leur l'adaptation et la qualité du service en quelque sorte. J'en ai d'autres, mais ça c'est Oui, il peut y en avoir plusieurs, mais dans notre cas, de manière cohérente, évidemment, on peut avoir certains obstacles, mais c'est encore une fois, c'est les obstacles des partenaires qu'on soutient qui nous reviennent davantage en tête quand on y pense. Et puis, bien entendu, on est confronté à des enjeux qui sont liés beaucoup à la capacité d'agir des organisations qui souhaitent relever ce type de défi-là. Et elles peuvent être multiples, ces enjeux de capacité d'agir, autant en termes de collaboration avec d'autres partenaires, dans leur propre milieu ou dans leur réseau, autant dans leurs outils d'analyse pour pousser plus loin certaines actions, et bien entendu dans la mise en œuvre après ça et dans la nature du financement qui peuvent recevoir déjà de manière plus ou moins stable des programmes existants. Donc, on est très confronté, en fait, à voir comment on peut être le plus pertinent et le plus utile. Et ça, je vous dirais que c'est probablement c'est pas un obstacle, mais c'est certainement la principale réflexion constante que nous avons. C'est comment être pertinent et utile, mais tout en étant au bon endroit et en ne se substituant pas à ce que devrait être le rôle de d'autres. Donc, c'est assez constant. De notre côté, comme organisation, je pense que l'obstacle ou l'effort qui est à faire, on l'a avancé dans d'autres, tranquillement dans d'autres secteurs, mais je pense qu'on doit clairement peaufiner notre capacité de lire l'ensemble des dossiers qui nous viennent avec une analyse différenciée en fonction de ces enjeux-là. Ce que nous n'avons pas actuellement. Là, on s'outille déjà dans une perspective d'analyse différenciée par le genre, par des enjeux ethnoculturels en fonction des dynamiques autochtones, etc. Mais dans cette perspective-là, on ne s'est pas vraiment encore outillé. Et je pense que dès qu'on regarde les enjeux autrement, des éclairages tout nouveaux viennent apparaître sur le radar, ce que nous ne voyons pas actuellement. Alors, je pense que c'est un effort qu'on aura à consentir prochainement. Je nommerais deux difficultés. D'abord, j'en ai parlé un peu, mais la complexité de l'écosystème montréalais, au niveau de la ville de Montréal, évidemment, parce que c'est une ville, 19 arrondissements, mais aussi des partenaires locaux, le réseau de la santé. Moi, je ne suis pas familière, mais c'est pas évident de s'y retrouver là-dedans. Donc, il y a beaucoup d'acteurs avec de la bonne foi qui veulent jouer un rôle, mais comment on coordonne ça. Parfois, des gens sortent des chiffres, genre il y a 400 instances de coordination sur les sujets de l'intégration des immigrants. Si on prend toutes les places où ça se discute, c'est énorme. Donc, comment on rend notre écosystème intelligible, bien coordonné, bien huilé, bien cohésif pour les personnes nouvellement arrivantes, puis qu'ils puissent naviguer de façon optimale là-dedans, parce qu'actuellement, c'est pas le cas. L'autre chose, puis ça a été mentionné aussi par Mme Drouin, c'est toute la question de la sensibilisation de la société d'accueil. L'intégration, ça se danse à deux comme le tango. Ça prend des nouveaux arrivants qui ont des bons services, mais ça prend aussi une société d'accueil qui est bien éveillée. Et nous, on a fait un sondage avec Léger fin 2017 qui montrait que c'était sur la question de l'intégration économique, mais seulement 13% des Montréalais étaient conscients que Montréal devait rehausser sa performance, qu'on était moins performant que Toronto et Vancouver, par exemple, qui sont les autres métropoles canadiennes d'immigration. Donc, on n'est même pas au stade de l'éveil, parce que, bon, il y a un discours évidemment positif sur la richesse de l'immigration, mais qu'est-ce que chaque Montréalais fait pour passer à l'action, puis faire la différence dans la vie des personnes immigrantes? Ça, c'est moins évident. Donc, c'est clair que nous, on veut travailler là-dessus, puis on en discute aussi avec la DRSP, mais c'est un sujet hyper sensible. On veut évidemment pas culpabiliser, on veut mobiliser. En même temps, il y a énormément de confusion sur les parcours migratoires
contradictoires sur les statuts d'immigration, beaucoup de mythes, de préjugés, de stéréotypes. On l'a vu avec l'arrivée des demandeurs d'asile. Donc, on doit agir aussi pour rectifier les perceptions. On doit agir sur les questions d'opinion publique, en fait. Et donc, ça, c'est des sujets, je trouve, très sensibles et qui demandent beaucoup de concertation entre les différents partenaires. Vous avez évoqué des difficultés que j'appellerais des rigidités administratives, là, Mylène. Et puis, dans les ateliers aussi, il y en a été question, notamment des quotas pour des médecins de famille en CLSC, alors qu'ils sont payés à salaire, mais qu'on leur demande et que les migrants sans papier ne font pas partie de ces quotas-là. Fait que ça, c'est ce que j'appelle une rigidité administrative. La circulaire qui demande de charger en double, au moins, en tout cas, qui donne toute liberté de le faire et qui prescrit de charger en double. Ça, c'est des rigidités administratives. Le fait, je pense que peut-être Mylène pourrait dire un mot de la vaccination qui se fait à la Direction de santé publique, où il y a des rigidités administratives qui s'étaient manifestées, et ce que vous avez fait pour les lever, parce que ils se retrouvent à plusieurs endroits, puis avant qu'on parle de politique, je trouve qu'il y a déjà des rigidités qu'on pourrait lever avant même de changer des politiques. Bien, clairement, ça a été tout un travail d'influence mais ça a été tout un travail d'influence pour arriver à faire accepter au ministère l'importance de mettre la vaccination dès l'arrivée des demandeurs d'asile. Là où on a, dans les maladies infectieuses, la facilité, c'est que rapidement, on est capable de dire qu'il y a un risque pour le reste de la population. Ce qui est un peu décevant quand on regarde ça. Mais donc, clairement, ça a été beaucoup le travail qu'on a fait de démontrer que l'impact qu'on peut avoir sur le reste de la population montréalaise si on n'arrive pas à vacciner rapidement. Malgré tout, au départ, on avait donc mis en place un calendrier vaccinal qui a quand même été réduit de ce qu'on souhaitait comme couverture. Donc, c'est pas tous les vaccins qui ont été retenus. Et évidemment, donc, on a eu à négocier aussi au niveau financier tout ça pour que les équipes puissent les CIUS puissent être dédommagés. Mais clairement, ça a été tout un argumentaire à mettre de l'avant. Puis je pense que le point tournant a été de démontrer que dans un contexte infectieux, on amène plus de risques à la population. Puis pour rebondir sur le volet je pense que on n'est pas au stade de l'éveil, là, mais même les gens qui ont un bon cœur et même les gens qui croient à la place de l'immigration et tout ça, puis le côté humanitaire des réfugiés, etc., on part tellement de loin. Puis quand j'ai eu à accueillir dans notre petit groupe d'accueil, on était tous des gens avec une connaissance à peu près de ce contexte-là, assez différente. Et on a vu tous les préjugés arriver en cours de route et il y a le peu de réponses pour arriver à défaire des mythes qui sont très incrustés et il y a beaucoup de méconnaissances. Et je pense qu'on a tellement, on est tous des gens sensibilisés à des degrés divers, mais comme société, on part vraiment de loin en termes de compréhension de ce phénomène migratoire-là, puis de la place maintenant que ça prend au niveau mondial. Puis je pense que ça va être avec les générations futures probablement qu'on va arriver à changer ces normes-là, mais il y a énormément de travail à faire. On est à l'époque du je sais que c'est pas vrai, mais je le pense pareil. Oui, exactement. Ça veut tout dire. Je vais vous poser une dernière question. Je n'abuserai pas du micro parce que je veux laisser la salle pouvoir s'exprimer. Bon, il y a des rigidités administratives, mais on a quand même discuté aujourd'hui aussi des changements de politique. Alors, est-ce qu'il y a une politique chouchou que vous voudriez qu'on travaille tous ensemble pour faire changer chacun de votre côté? La question des tout petits. Mais je pense que c'est celle qui est la plus à point. Là, c'est clair que... Je peux... en fait, je vais peut-être vous décevoir. Bien sûr qu'on a des causes
de par la mission que nous avons, notamment les tout petits, puis l'ensemble des possibilités qui s'offrent devant nous en termes de politique à modifier, mais le choix de la posture de l'organisation est on ne pense pas avoir la prétention de pouvoir vraiment se positionner sur ces questions-là. Dans le sens que on pense qu'encore une fois, on est là pour soutenir des acteurs qui, eux, seront en mesure de prendre position sur ces questions-là. Et encore très récemment, on est parfois invité à aller prendre justement des positions. Puis c'est intéressant parce qu'on soutient une série d'acteurs qui, à la limite, ne partagent pas les mêmes positions. Alors, ça nous met dans une situation un peu particulière. Mais en même temps, la situation très intéressante de cette position particulière, c'est d'être en mesure de jouer un rôle de carrefour de rencontres, de positions qui peuvent être très différenciées. Et ce qu'on nous a dit au cours des dernières années, c'est que l'espace de discussion disponible pour des partis avec des positions différenciées pour discuter de certains enjeux est rare. Donc, on a préféré se positionner dans une perspective où on pouvait offrir ces espaces-là plutôt que de prendre position et à ce moment-là exclure des gens. Donc, c'est une position un peu, comme je le disais plutôt à Véronique, on marche sur un fil de fer dans ces questions-là. Mais cela dit, c'est sûr qu'à l'heure où, globalement, les trois enjeux principaux sont probablement l'environnement, les inégalités et la migration. Trois enjeux extrêmement interreliés. On peut bien se poser certainement la question où sont rendues nos solidarités humaines quand on voit certaines situations qui ont été décrites plus tôt aujourd'hui qui sont inacceptables. Donc, je pense qu'il y a on a aussi quand même sur des valeurs un parti pris. J'ai de la misère à me restreindre à une seule politique. Bien, puis clairement, les endroits où on souhaite investir, comme évidemment avec les partenaires, parce qu'on ne considère pas là, qu'on a qu'on fédère, dans le fond, la stratégie d'influence des politiques publiques, mais évidemment, pour nous, il y a l'accès aux services de santé pour les enfants et les femmes enceintes. Je pense que le dossier est mûr, il y a une convergence, les données sont là. Je veux dire, il y a clairement quelque chose à continuer de pousser collectivement pour y arriver. Je pense que ça peut être des gains rapides et qui peuvent faire toute une différence. Évidemment, toute la question du droit au travail puis à des conditions de travail, on a déjà fait des pas, mais je pense qu'on a encore clairement des choses à faire de ce côté-là. Puis j'écoutais ce matin, là, puis ça va exactement dans le sens de la politique que vous allez annoncer. C'est une politique, oui, la politique. Mais pour moi, il y a une stratégie qu'on n'a pas le droit d'appeler réduction des méfaits parce que c'est pour les UDI, là, mais on va appeler réduction des préjudices ou autres, là. Mais clairement, si ce que vous partez comme ville, ça pouvait devenir une politique ou une stratégie de la collectivité montréalaise pour que nos établissements de santé embarquent, que l'ensemble des acteurs arrivent à regarder, pas juste, parce que changer des lois, c'est long, des fois tu as l'écoute, des fois tu n'as pas l'écoute, il y a comme toute une stratégie puis des opportunités, mais dans l'application des mesures administratives, dans l'application, donc qu'on ait ce courage-là, puis que ces engagements-là, si ça se fait collectivement, des fois individuellement, il y a peut-être des PDG qui seraient frileux, mais si on arrive collectivement à s'engager puis à se dire, bien, ces barrières-là, on est à Montréal, puis on accepte de ne pas les appliquer parce qu'on considère que les méfaits sont plus grands puis que ça nous coûte plus cher d'avoir une femme enceinte qui arrive au 3e trimestre avec des complications puis qu'il faut faire une batterie de tests, etc. Donc, je pense qu'on pourrait peut-être réfléchir à quelque chose qui embrasse la collectivité montréalaise. C'est super. Moi, j'ai trouvé 2 nouveaux partenaires. On est déjà partenaires, mais je trouve ça génial. Je n'avais pas pensé à ça, l'idée que ce soit non seulement une politique de la ville, mais éventuellement toute la collectivité. Et aussi, j'ai bien entendu que sur l'intégration professionnelle, il y avait de l'intérêt de la Fondation. Moi, je pense que c'est quelque chose qui me tient à cœur, moi, parce que j'ai travaillé depuis 10 ans sur la question de l'intégration professionnelle des nouveaux arrivants avec 7000 immigrants, 1000 entreprises sur
sur ces sujets-là. Et je pense que c'est vraiment notre défi à Montréal. Les immigrants choisissent Montréal parce qu'il y a plein d'avantages. C'est une ville sécuritaire, c'est une ville où il y a une qualité de vie, mais vraiment, on accuse un retard au niveau de bien intégrer nos immigrants qui sont qualifiés. Donc, j'aimerais vraiment voir un redressement. C'est pas une question de politique, je pense que c'est une question de mouvement puis de mobilisation, mais je pense qu'avec tous les partenaires, puisqu'on est en train d'initier, on peut y arriver là, s'il y a une prise de conscience collective. Donc, ça, c'est quelque chose que j'aimerais voir bouger. Peut-être une piste de réflexion qui me vient très spontanément. L'égalité, c'est bon pour tous. L'inclusion aussi. Fait que juste dans la réflexion sur une politique chouchou ou autre, la réflexion qui venait, c'est à réfléchir et à analyser, mais qu'est-ce qui est le plus avantageux de viser un élément très, très précis ou de voir un continuum ou un petit bouquet de politiques qui viennent vraiment s'intéresser à une situation puis qui est valable aussi à la limite pour une population plus large. Alors, on parlait tout à l'heure de l'intégration socio-professionnelle, des enjeux de logement avec les contraintes qui sont vécues, puis de l'accès à des services. C'est des contraintes aussi qui touchent plusieurs autres populations. Alors, il y a peut-être lieu de réfléchir aussi, non pas à la pièce, mais peut-être voir avec un certain bouquet, bien sûr saisissable et faisable, mais un bouquet qui vient comprendre l'ensemble de la situation de ces familles. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? J'aimerais vous entendre sur l'équité. Comment est-ce que vous déclineriez l'équité dans chacune de vos actions? Ben, je peux peut-être débuter, je n'ai peut-être pas la réponse précise à tout cela, mais je le mentionnais un peu tout à l'heure, ce qui nous a particulièrement interpellés, c'est les iniquités en termes d'accès. Donc, on a eu quelques exemples ici aujourd'hui. Les iniquités en termes de traitement. Alors, on peut avoir accès, mais la nature du service rendu peut être faite de différentes manières. Et là aussi, on a eu plusieurs exemples aujourd'hui. Les iniquités en matière de développement. Alors, malgré tout cela, le développement peut se produire plus ou moins bien malgré tout cela. Et là, il y a peut-être d'autres conditions qui jouent en fonction, qui sont des facteurs qui interviennent dans ce contexte-là. Puis l'iniquité en matière de socio-professionnelle. Peut-être qu'il y a M. Swat, c'est ça? So, qui a présenté tout à l'heure une image classique sur qu'est-ce que l'égalité et qu'est-ce que l'équité. Alors, vous aviez tout à fait raison. Des fois, il faut en faire plus pour un petit frère ou une petite sœur. Alors, on en voyait qui était un peu plus haut sur les voiles pour pouvoir voir le match de l'autre côté de la clôture. En travaillant sur les conditions, on se dit peut-être qu'on pourrait carrément enlever la clôture aussi. Au niveau, l'équité est la première priorité stratégique de notre direction. C'est d'assurer une équité d'accès à des conditions de vie, des environnements et des services de santé publique de qualité. Et clairement, nous, on le travaille en 3 volets. L'adaptation des services, ça veut dire, oui, c'est tout le concept d'universalisme proportionné, puis de faire plus pour certains groupes, de revoir. Aussi, on vient de revoir la distribution de notre financement en petite enfance et en jeunesse. Et on a clairement regardé un petit peu avec le développement de certains indices comment on pouvait rétablir aussi à travers les quartiers et tout ça une façon plus équitable de soutenir la capacité des communautés à adresser les enjeux qu'ils vivent. Évidemment, les politiques publiques qui sont une des stratégies qu'on pousse, et l'autre qui est vraiment d'impliquer et d'engager la population et les groupes concernés dans l'identification de leurs besoins, mais de nous influencer et de même, on dit toujours, faire pour, faire avec et faire part. Donc, selon les problématiques, on est capable d'avancer dans ce continuum-là, mais pour nous, en santé publique, c'est comme on a souvent eu tendance à consulter, mais à faire participer la population et à lui donner un pouvoir dans
ce qui est fait pour eux comme service. Donc, clairement, on a avancé. C'est sûr que dans le contexte de l'enjeu migratoire, on a certains enjeux de les faire participer, mais clairement, c'est une des stratégies qu'on met de l'avant et qui va soutenir cet objectif d'équité sur les conditions de vie, les environnements et les services. Peut-être pour compléter, je m'ai donné une idée, Mylène. Ah oui, ben c'est bon. C'est en complément, en fait, au service public. Le contexte d'une fondation est différent aussi, donc nous n'avons pas d'obligation d'universalité, en fait. Et dans ce contexte-là, on peut pouvoir se concentrer sur des milieux qui sont à forte concentration de défavorisation, à forte concentration de familles défavorisées et à forte concentration de différents types d'enjeux. Et donc, on tente, nous, de se concentrer notre soutien dans ces contextes-là. L'équité est aussi au cœur des actions qu'on fait à la Ville, notamment la politique d'accès sans peur aux services municipaux. C'est une des valeurs fondamentales. C'est pour ramener cette équité parce qu'actuellement, les services ne sont pas utilisés, j'allais dire consommés, mais c'est pas le bon mot, utilisés par tous les citoyens. Donc, c'est de donner une citoyenneté qui n'est pas en fonction du statut, mais juste du fait d'être un résident montréalais. Donc, pour nous aussi, c'est au cœur. Puis je pense que sur les enjeux d'immigration, encore là, je reviens à mon message, faut sensibiliser sur la question de l'équité parce qu'elle n'est pas, comme vous l'avez mentionné, il y a l'égalité, l'équité. Donc, c'est pas des concepts qui sont si bien intégrés, si bien compris dans la population. Nous, à la Ville de Montréal, pour la toute première fois en 2019, on a une priorité organisationnelle, une de nos 7 priorités, qui est la diversité et l'inclusion. Puis j'ai eu l'occasion de rencontrer les 1600 cadres de la Ville pour leur expliquer. Puis on avait la petite image, là, nous on avait les 3, là, avec la barrière enlevée aussi. Donc leur expliquer, mais on voit que le concept de discrimination positive ou d'amener quelqu'un un petit peu plus, de faire un rattrapage, c'est pas toujours bien compris. Pourtant, c'est ça qui est derrière cette équité. Donc, il reste beaucoup de vulgarisation à faire, je pense. Puis on le voit quand on met des propositions sur la table, et les questions de CPE, l'accès des CPE aux demandeurs d'asile, toutes ces questions-là, ça passe pas toujours bien. Donc, il faut sensibiliser. J'ajouterais aussi quelque chose. Mais l'enjeu qu'on vit aussi, c'est l'accès à des données puis pour mesurer cette équité-là à travers nos programmes puis dans le monitorage. Puis je pense que ça, c'est un grand développement, un lieu à investir parce que sans ces données-là, c'est très difficile de démontrer puis après ça, de savoir où intervenir et comment influencer ce changement-là. Clairement, on a des données sur nos programmes qui sont beaucoup sur le volet de la couverture universelle, etc. Mais on a beaucoup de difficultés à aller chercher et à raffiner ces enjeux d'équité et des sous-groupes qui sont pour lesquels on devrait avoir une attention particulière. J'allais dans le même sens. Mon Dieu. Puis, un ajout, ça passe peut-être aussi par, on l'a pu le voir, on a été assez chanceux de pouvoir appuyer des projets novateurs qui ont laissé aussi large place à la parole des gens qui sont dans ces situations-là. Je pense notamment à un projet à Montréal-Nord, Parole d'exclus, qui a travaillé vraiment dans une approche ethnographique profonde pour faire de la place, en fait, à la définition aussi des besoins, des opportunités, des solutions, et par ce fait même donner de la capacité d'agir à ces citoyens-là d'une grande diversité qui ont eux-mêmes été influençants auprès des décideurs publics dans leur arrondissement pour atteindre les objectifs qu'ils avaient et avoir les services auxquels ils avaient droit. Alors, ça passe aussi peut-être par cela. D'autres questions? Je ne vais pas partir à la maison avec ma question en disant j'ai dû la poser ma question, tout en rendant compte qu'elle est compliquée probablement et elle concerne ce qu'on est occupé de depuis ce dont on parle depuis ce matin. Alors, donc je viens me représenter, Patrick Claus, je suis prof à l'Université de Montréal et impliqué dans la recherche sur l'accès aux soins en assurance médicale. Alors, nous sommes, d'un point de vue académique, occupés d'analyser les données. Nous sommes occupés d'écrire des beaux articles qui vont, nous espérons, être publiés dans les belles revues. Alors, toute la question va être de finalement quoi faire en termes de transfert de connaissances
au niveau de l'espace public, au niveau des institutions. Alors si vous deviez, on en a déjà parlé, si vous deviez maintenant en termes de... Je sors un petit peu des petits, puisque la recherche concerne finalement des personnes migrantes adultes de plus de 18 ans qui n'ont pas l'assurance médicale, et donc qui sont à statut précaire, c'est-à-dire à statut temporaire, voire sans statut légal. Alors, vu effectivement toute la question de ce grand discours finalement qui dépasse, qui transcende Montréal, le Québec, il y a quand même un discours dominant anti-migrant. Si on en prend en tout cas la levée l'intensité des discours populistes, notamment en Europe. Alors, si vous aviez des données qui indiquent finalement, il n'y a pas beaucoup de secret, une proportion élevée de ces personnes qui ont déclaré avoir des besoins de soins non comblés, une proportion élevée qui perçoivent leur santé comme étant négative, parce que il y a via les déterminants sociaux de la santé des facteurs qui font que cela détermine une santé donc qui ne vont pas très bien. Alors, concernant tenant compte de ce discours-là, qu'est-ce que vous feriez avec ces données? Je ne parle pas des rapports que l'on peut écrire pour des institutions plus spécialisées, mais d'un point de vue espace public, d'un point de vue politique, du point de vue donc, de l'opinion publique, qu'est-ce que vous feriez? Je vais y aller simplement sur deux aspects. Moi, je pense, je vous inviterai à la table des PDG. non, mais je pense qu'il y a quelque chose... Je pense qu'il y a quelque chose à faire avec nos dirigeants montréalais en lien avec, bien, surtout là, vous êtes dans des enjeux d'équité de santé pour les amener. Puis je reprendrai ce que Fanny a dit dans sa conférence What's in it for me. Là, il y a le What's in it for me, la population a changé la norme sociale. Mais What's in it for me, comme PDG, je pense que, ou comme gestionnaire d'établissement, ils ont tous des grands cœurs et tout ça, ils sont sensibles à la cause, mais il faut se mettre dans leur perspective de gestionnaire, puis prendre ces données-là et les retwister au niveau message et les amener à voir quel gain ils pourraient faire en investissant cette cause-là pour eux, pour leur organisation et évidemment pour la population qui desservent. Puis je pense qu'il faut aussi travailler sur les coaliser ces gens qui sont capables de aussi nous appuyer dans des représentations. Fait que moi, je l'utiliserais à deux. Là, c'est très, très spontané comme réponse, là. Il n'y a pas de grande réflexion, mais à la fois du côté... Puis la population, comme je dis, je pense pas que c'est sur des données d'accès, de besoins non comblés qu'il faut commencer nécessairement à travailler. Je pense qu'il y a une norme sociale qui doit se développer ou qui doit se transformer, briser certains mythes, etc., pour passer après ça à une plus grande ouverture face à des politiques publiques et à des investissements, parce que ces politiques publiques-là arrivent à des investissements pour faciliter l'intégration. C'est un sujet très préoccupant. À notre échelle, ce que nous avons pu faire, c'est beaucoup en petite enfance, beaucoup à travers l'action de l'Observatoire des tout-petits, également beaucoup à travers Naître et grandir et les campagnes sociétales qui ont pu être sur nos écrans depuis une dizaine d'années à toute fin pratique. Et bien sûr par aussi des coalitions, des alliances de différents acteurs qui, au fil du temps, ont su éveiller leurs propres environnements, qu'ils soient municipaux, qu'ils soient de la santé, qu'ils soient communautaires ou autres, mais également éveiller le décideur politique qu'il y avait là non seulement maintenant des parties prenantes qui étaient isolées, mais des parties prenantes qui parlaient le même langage, qui convergeaient vers quelque chose, qui partageaient un agenda à travers des dialogues qui avaient eu lieu. Alors, il y a probablement plusieurs autres réponses à cela, là. C'est vraiment à notre échelle, je pense que c'est un défi important. En même temps, quand on regarde
il y a 10 ans, probablement, ou 15 ans, Marie-France serait mieux placée que moi, là, il y a 10-15 ans, on aurait souhaité que probablement la petite enfance soit l'objet d'une campagne électorale, puis c'est ce qui s'est produit la dernière fois. Donc, c'est des longues constructions. Parfois, on perd patience, mais c'est des longues constructions, et ça peut se produire si il y a probablement aussi établissement d'un climat de confiance entre les différentes parties prenantes, quelles qu'elles soient, pour pouvoir faire avancer ces données vers éventuellement des outils qui peuvent parler autant au cœur qu'aux raisons, et faire en sorte que différents outils peuvent être utilisés à cette fin. Moi, je dirais que des données, beaucoup de praticiens en ont besoin. Ça nous alimente dans les projets qu'on développe. Donc, bien sûr, je vous encouragerais à pousser pour les médias. On a des chroniqueurs qui sont sensibles à ces causes-là. Donc, ce serait une bonne chose de leur soumettre. Puis, d'inspirer aussi nos projets. Quand on parle de sensibilisation, de valorisation, de démystification, certainement que des données comme ça peuvent nous être utiles aussi. Donc, d'avoir peut-être une tournée de présentation de différents décideurs publics. Vous avez déjà une invitation avec les PDG. Moi, je vous invite aussi à venir rencontrer les gens de la ville, mais certainement que ça peut nous enrichir, là, tous les organismes aussi qui sont sur le terrain. Souvent, on est dans l'action, puis on n'a pas le temps de fouiller ces recherches. Donc, voilà. Alors, c'est bien, on finit sur la table ronde sur le rôle de la recherche. Oui, c'est bon. C'était pas arrangé avec le gars des vues. Je suis assez contente de ça. Moi, je retiens aussi l'accès sans peur. Là. Il me semble que ça parle. Et je pense que nous, en santé publique, on peut faire un bout avec ce slogan-là, l'accès sans peur. Et on sait que... On a des spécialistes de communication avec qui on pourra parler de la Fondation et de l'Observatoire des petits. Alors, je voudrais vous remercier beaucoup. Merci à vous.